Bonjour Christophe. Bonjour Edouard, merci de m'accueillir. Vous allez bien? Oui, très bien. Christophe Pinguet co-dirige Shortcut avec Lionel Laval, l'une des agences événementielles les plus créatives et dynamiques au service de l'excellence. Depuis 25 ans, leur French savoir-faire a illuminé les plus belles maisons de luxe, les fleurons de l'industrie et les lieux sacrés de l'histoire, célébrant des héros de la nation, Alexandre Dumas, Simone Veil et Joséphine Baker. Christophe Pinguet, c'est l'élégance à la française, l'art de célébrer les métiers d'excellence, une parfaite maîtrise de l'événementiel de prestige éco-responsable. Bienvenue dans le déclic. Quel est votre déclic en matière d'écologie? Voilà, ça c'est une vraie question, c'est un challenge. Alors peut-être qu'un déclic d'enfance, déjà. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais il y avait une campagne de communication qui était assez intéressante, en tout cas moi quand j'étais gamin qui était intéressante, qui montrait une famille dans une voiture et les personnes jetaient des papiers par la fenêtre. Et c'était justement une campagne pour éviter tout ça. Et les personnes qui jetaient des papiers par la fenêtre devenaient des cochons. Et donc c'est quelque chose qui marque quand on a un enfant. Et après, il y a eu plein de déclics, surtout dans les voyages, où quand vous avez la chance de voyager dans des pays parfois exotiques, un peu partout dans le monde, où toute l'écologie n'est pas toujours traitée, parce qu'il y a des problématiques de revenus et de civilisation, vous vous dites mais mon Dieu, comment on abîme la planète. Et quand vous venez en France, vous vous dites aussi à un moment ou à un autre comment on arrive à ne pas aussi bien traiter la planète, nos territoires, nos plages, voilà, comme on pourrait l'imaginer dans une civilisation moderne. Justement, quand vous étiez enfant, ouais. Est-ce que vous aviez un rêve? Ah oui, j'en avais plein des rêves. Toucher les étoiles. Et est-ce que c'est une mission écologique. Est-ce que vous aviez un métier qui vous faisait rêver? Oui, le mien, celui de l'événementiel. Parce que être dans l'ombre, organiser des événements, créer des moments d'émotion, faire partager des merveilles, c'est quelque chose qui est passionnant et j'ai de la chance, je fais ce métier-là. Ce métier, il est financé, rémunéré par des clients et j'essaye de faire au mieux avec nos équipes, mon associé Lionel Laval, pour que justement on sache quelque part développer des moments d'émotion. Vous avez travaillé au Festival de Cannes? J'ai travaillé au Festival de Cannes, ça a été mon premier job, un job qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour ma vie future. Au Festival de Cannes, vous voyez, à l'époque, on voyait des stars tous les jours, c'était rare, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les médias n'étaient pas développés comme maintenant, il y avait une sorte de sérail et d'entre-soi, et du coup ça m'a créé aussi des moments d'émotion que j'ai voulu partager après au plus grand nombre par mon métier. Et c'est justement ce qui vous a donné le goût du protocole? Exact, le goût vous en savez des choses. Le goût du protocole, c'est autre chose. C'est-à-dire que je pense que j'ai un caractère qui est assez maniaque. Alors, je ne suis pas un maniaque qui fait peur, hein. Je suis plutôt dans le rangement des choses. Et effectivement, le protocole est quelque chose qui est assez intéressant parce que quelque part, c'est un guideline. Le protocole, c'est l'étiquette, hein. Dans les temps anciens, on se servait justement du protocole pour retirer quelque part le complexe aux personnes que l'on rencontrait parce qu'il y avait des guidelines pour la rencontre. Et du coup, c'est vrai que ça m'intéresse. Et puis, on vit dans un très beau pays, une belle nation où, effectivement, on se doit de recevoir dans l'art et la manière, l'us et la coutume, les personnes que l'on reçoit. Voilà. Et du coup, effectivement, le protocole a du sens. A du sens. Vous aimeriez être le père de quoi? D'une loi, d'une invention, d'un dîner en particulier? Non. Alors j'essaye d'être déjà le papa de mes clients, ou plutôt l'animateur de mes clients. J'essaye aussi d'être celui qui crée, avec mon associé Lionel Laval, la cohésion dans l'entreprise. Déjà, vous êtes entrepreneur, vous êtes un peu le papa d'une entreprise, hein, c'est important. Et puis après, effectivement, il y a des missions qui sont importantes au-delà de notre métier, notre entreprise, notre agence. Et dans ces missions, il y a des missions que l'on voudrait faire soi. Par exemple, vous parlez du protocole. Moi, j'organise depuis François Mitterrand toutes les panthéonisations, toutes les cérémonies au Panthéon. Le Panthéon est l'une des manifestations les plus protocolaires en France sur lequel il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de livre blanc. Donc, être le livre blanc de ça. Et puis après, pour être un peu plus proche
des préoccupations sociétales ou environnementales des citoyens, de l'entreprise, effectivement participer quelque part à cette mutation, qui est cette mutation vers une empreinte carbone moins forte et vers des avancées sociales pour l'ensemble de notre écosystème. Alors justement, vous êtes dirigeant d'entreprise. Shortcut est un des leaders du marché de l'événementiel. Est-ce que ça tient à quoi? Quelle est la clé de cette réussite? Alors déjà, quand on est un leader parmi d'autres entreprises. Je travaille dans une catégorie qui est extrêmement vivace en ce moment, surtout post-Covid, qui l'a été avant, qui a souffert pendant le Covid, mais qui s'est extrêmement bien reboosté à la sortie du Covid. Le rebond est bon. Donc effectivement, on fait partie des bonnes agences, je pense, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et vous travaillez, vous êtes spécialisé dans quels événements? Alors, on fait des événements qui sont extrêmement premium, dont la qualité d'exécution est, je pense, extrêmement reconnue. Voilà. On a d'autres confrères qui sont un peu sur ce secteur-là, mais c'est vraiment une des notions fondamentales qui tourne autour de notre agence qui s'appelle Shortcut. Et cette qualité d'exécution, elle passe par plusieurs médiums, qui est la créativité, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi un savoir-faire assez unique. Et je suis extrêmement sensible au savoir-faire, aux expertises de nos collaborateurs pour former le meilleur tour de table pour faire des propositions à nos clients qui soient satisfaisantes. Justement, Shortcut, c'est le French savoir-faire? Oui, vous avez bien préparé votre émission, j'adore. Oui, alors chaque agence a son positionnement. Et chaque positionnement correspond quelque part au savoir-faire, aux expertises de l'agence. Le positionnement de Shortcut, vous l'avez dit tout à l'heure, on aime bien tout ce qui est rigoureux. Le protocole, c'est une certaine rigueur. C'est aussi la connaissance des arts, de la culture. Et cette connaissance des arts et de la culture que l'on adapte à la fois aux entreprises françaises, aux grands fleurons du CAC 40, aux grandes entreprises de luxe, à l'institutionnel. On sait aussi l'exporter à l'étranger. Et quelque part, ce côté assez intrépide que peut avoir l'activité française, vous voyez, la mode est connue, la mode française, la gastronomie sont connues partout dans le monde. Donc, ce côté assez intrépide que l'on a du savoir-faire français, quelque part, on essaye effectivement de l'exporter à l'étranger. Vous avez un petit côté François Vatel. Est-ce que c'est votre mentor? Alors, j'ai pas son âge, on est d'accord. Voilà. J'espère que j'irai mieux que lui à la fin de ma carrière, puisque je vous rappelle qu'il s'est suicidé parce que son dernier événement s'est mal passé. François Vatel, il a tout inventé quelque part. Il a inventé l'art de recevoir, la gastronomie au service de l'événementiel, les décors, la féerie, tout ça avait lieu à Versailles. Alors, j'espère que j'ai chopé quelque part avec nos collaborateurs, notre agence, grâce à nos clients, quelque part plus de modernité qu'il en a eu, puisque notre métier est aussi basé sur l'innovation, les technologies, le digital, etc. Mais ce n'est pas insultant de se comparer à François Vatel. Vous parliez justement de panthéonisation tout à l'heure. Est-ce que c'est un travail de mémoire? Est-ce que c'est pas périlleux? Alors, non, périlleux, non. Ouais, bien sûr que c'est périlleux, mais on va en faire quelque chose qui n'est pas périlleux. Je ne viens pas discuter avec les présidents de la République ou les services des présidents en leur disant que leur exercice de style va être périlleux. C'est un exercice de style qui fait en fait appel au roman national. Il faut remettre en scène le roman national. On vit dans une époque qui est hyper médiatique. Tout est médiatique. La concurrence d'une panthéonisation, des fois, c'est des émissions comme The Voice. C'est presque aux mêmes heures, avec le même public télévisuel, mais il va falloir leur parler de quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. Et justement, pour les gens qui nous regardent, comment ça fonctionne? C'est des appels d'offres? Vous êtes nombreux à y répondre? C'est des appels d'offres, il y a 27 agences, 18 agences qui répondent. C'est des appels d'offres qui sont même internationaux pour des cérémonies françaises. C'est l'obligation de l'appel d'offres public quelque part. Je pense que derrière un appel d'offres, il y a bien entendu tout ce qui est notation et qui est totalement légal. Et derrière ça, on y met une expertise très pointue quelque part. Et à force d'en faire, ça ne veut pas dire qu'on les fera toutes et de manière éternelle, mais quelque part, on y met une expertise que l'on a acquis depuis longtemps, qui lie à la fois l'image de la nation, l'image du président de la République, le message politique qu'il veut mettre derrière, sans faire de politique pour notre part, additionné à quelque part un concept d'émerveillement
de la personne que l'on fait rentrer au Panthéon, c'est très solennel, donc on peut pas... Est-ce que justement, on n'a pas l'impression de rentrer un petit peu dans l'histoire quand on fait on votre rentre métier? dans l'histoire, forcément. En tout cas, nous, on y croit. On croit qu'on rentre dans l'histoire, sans aucune, bien entendu, sans aucun ego, en étant très humble. On est des petits faiseurs par rapport à ces grandes personnes qu'on porte au Panthéon. Je me compare pas à Simone Veil, je me compare pas à Joséphine Baker, je me compare pas à des résistants, aux Justes de France. Il faut rester à sa place. Mais par contre, c'est un plaisir, effectivement, et c'est une grande émotion d'aider ces grandes personnes qui sont dans l'au-delà, quelque part, à retourner dans le temple de la nation, le temple qui est reconnaissant pour leur travail et ce qu'ils ont fait pour la nation française. Ouais. Votre travail, c'est quoi, concrètement? C'est de la justesse, c'est de l'émotion? Oui, c'est un mix, en fait. Je pense qu'il faut extrêmement bien connaître les tendances. Il faut être une éponge à tendances, il faut aller chercher ces tendances. Et puis en même temps, il faut regarder ce qui est... il faut faire la bonne balance entre ce qui est la culture générale. La culture générale, c'est extrêmement important. Moi, j'espère pouvoir partager avec mes collaborateurs, qui le partagent avec le plus grand nombre, dont leurs enfants, que la culture générale, l'école, les études est extrêmement importante. Donc c'est un mélange entre la culture générale, quelque part un geste créatif, un geste scénographique, et en même temps le devoir, effectivement, de transmettre de la pédagogie au travers... Il y a une lourde responsabilité, quelque part. Ouais, on la prend légèrement, mais il y a une lourde responsabilité. Dans votre métier, je pense que vous avez tous des anecdotes. Est-ce que vous pourriez nous raconter celle de Tchernobyl? Alors, Tchernobyl, c'est une aventure extraordinaire. Alors moi, j'y étais pas personnellement, c'est Lionel Laval qui était mon associé, mais il raconte cette histoire à tout le monde et on la raconte bien entendu à tout le monde. C'est un événement qui est effectivement extrêmement lourd de sens, puisque c'était la pose du dôme qui... enfermer en fait la radioactivité de la centrale de Tchernobyl. Donc vous êtes appelé par les industriels et le gouvernement ukrainien, on parle d'Ukraine bien entendu, pour aller faire un événement qui est extrêmement symbolique sur des travaux qui ont duré des décennies pour essayer effectivement de protéger la population mondiale contre la radioactivité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que dans notre métier, on gère des grandes entreprises, on fait des conventions, c'est assez sécurisé, on gère des grandes marques de luxe, il y a des flux de moyens, il y a des paillettes, etc. Mais il nous arrive aussi d'aller gérer ce genre de manifestations où, effectivement, quand vous faites des repérages à Tchernobyl, vous êtes obligé de passer par la douche de décontamination, vous êtes obligé, etc. Donc ça veut dire que derrière ce métier, il y a vraiment aussi du sens, et ce sens, c'est essayer de fournir la meilleure image médiatique au monde pour défendre des causes ou en tout cas les communiquer. Et donc Tchernobyl, c'était une expérience assez incroyable. Je peux vous en citer d'autres, les mines d'Arlit au Nigeria. Enfin voilà, il y a beaucoup comme ça d'événements que l'on a eu la chance de faire, soit pour les pouvoirs publics, soit pour les grands industriels, soit pour des grandes marques de luxe un peu partout dans le monde. Alors justement, pour donner du sens, il faut être en éveil sur tous les sujets. Ouais. Vous êtes dans un secteur qui évolue énormément. Comment aujourd'hui vous analysez les tendances, les mouvements que sont en train de prendre votre secteur? Alors, effectivement, vous avez totalement raison. Je vous le disais tout à l'heure, notre secteur, celui de l'événementiel, est totalement dans le rebond. Déjà, il a été extrêmement aidé, comme partout dans le monde, par les pouvoirs publics, quelque part les impôts des Français, sur le maintien de l'activité dans la période Covid, ou en tout cas la préservation des savoir-faire, des talents, des entreprises. Donc ça, on peut être extrêmement reconnaissant. Comment vous avez vécu cette période d'ailleurs? Alors, très simple. Moi, j'ai pris le mot crise que l'on entendait tout le temps quand vous avez le président de la République qui dit ça va être la guerre, mais on va protéger l'hôtellerie, les agences d'événements, etc., etc. Quelques industries comme la nôtre. Vous pourriez vous inquiéter. Moi, j'ai écouté le mot crise. Ça tombe bien, ça tombe mal. Le Covid venait de Chine et la traduction littérale du mot crise en chinois, c'est opportunité. Et donc, du coup, j'ai sauté sur toutes les opportunités pour rénover l'entreprise et faire en sorte que, à la fois, on utilise la période Covid, qui était quand même de 2 ans, pour se réinventer, mais en même temps, la conjuguer avec tout ce qui était les innovations, puisqu'en 2 ans, un métier, de toute façon, évolue, pour pouvoir se retrouver
dans le rebond, dans la meilleure forme possible. Donc du coup, progresser en digital, probablement. Voilà, digital, être dans l'agilité, mais surtout, je pense que c'est un peu le sujet de notre rencontre aujourd'hui, la dimension RSE est devenue fondamentale. C'est-à-dire que... Justement, comment vous analysez aussi l'évolution dans la demande de vos clients sur les sujets liés à la RSE, à la transition énergétique, aux économies d'énergie? Alors, on travaille avec des clients qui sont extrêmement sincères et totalement dans la conscience de leur empreinte carbone, de la dimension sociétale ou sociale que l'on doit donner, qu'ils se donnent eux-mêmes pour leur mission et qu'on doit driver, nous, en tant qu'agence d'événements. Donc, à la fois, il y a une demande qui est extrêmement lourde et précise et très pointue de nos clients. Les grands groupes du CAC 40, les grandes marques de luxe, les institutionnels font maintenant très attention et dans une grande sincérité à ce que doit être le durable, c'est-à-dire l'évolution de la responsabilité sociale et environnementale. Donc du coup, nous, à la fois, il ne faut pas simplement qu'on soit des suiveurs. Ils ne nous demandent pas, au travers de briefs, de développer quelque part des stratégies RSE. C'est à nous de développer les stratégies RSE, voilà, et de leur proposer aussi. Donc c'est une sorte de dualité à la fois d'obligation, quelque part, et d'expertise à mettre à leur service. Et c'est passionnant. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une demande que vous pouvez avoir aujourd'hui, que vous n'avez pas il y a 10 ans en arrière? J'en ai plein. Il y a effectivement la calcul de l'empreinte carbone des événements que l'on fait. Ça, c'est sur la partie, quelque part, environnementale. Il y a les circuits courts sur l'alimentation, sur la gastronomie. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire travailler des chefs, des traiteurs et des grandes entreprises ou des créateurs de gastronomie. Il faut juste, avec eux, travailler de manière autre. Après, il y a effectivement tout ce qui est en pleine crise de l'énergie, tout ce qui est la sauvegarde de l'énergie, que ce soit d'ailleurs sur les événements, où la demande qui nous est faite aussi, c'est de faire en sorte que nos agences soient propres avant même qu'on développe des événements. C'est-à-dire que moi, je nous astreins dans notre entreprise à avoir une démarche clean, propre, pour minimiser notre empreinte carbone. Vous faites des événements dans le monde entier. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande pour restreindre les déplacements, les peut-être localiser en France de vos clients? Est-ce que vous sentez aussi ces évolutions? Il y a un grand mix. L'évolution, elle n'est pas simplement de restreindre le voyage pour des raisons d'empreinte carbone, parce que des fois, faire des événements en France, on peut développer plus d'empreinte carbone. Je dois signaler que le digital est très consommateur de carbone. Attention, les serveurs un peu partout dans le monde. Donc, il y a plus une demande de gérer moi j'appelle ça des budgets calories gérés, c'est-à-dire de faire attention à la dépense budgétaire. Voilà, en global, la ROI. Je pense qu'il y a des manières de travailler à l'international qui sont peut-être un tout petit peu plus vertueuses que par le passé, faire attention à son empreinte carbone, moins voyager, avoir des prestataires locaux, qui d'ailleurs donnent une dimension durable, sociale à l'événement. C'est-à-dire que si c'est que des Français qui vont à l'étranger sans faire travailler les prestataires locaux, les partenaires locaux, voilà, je pense qu'on n'est pas dans la dimension durable. Après, ce French savoir-faire dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même d'aller essayer de porter à l'étranger, quelque part, un savoir-faire français. Et de l'exporter. L'exporter, et puis avoir conscience que s'il y a une empreinte carbone qui est un peu démultipliée, en avoir la compensation autrement, et ça c'est totalement possible. Le revenu financier peut créer des compensations aussi. Quand vous organisez des événements, il y a des décors, de la vaisselle, des objets. Est-ce qu'aujourd'hui on vous parle de recyclage? Tout le temps. Tout le temps, mais c'est pas que le décor, la vaisselle et les objets. Ça, c'est une obligation, bien entendu. Alors, la vaisselle, on la recycle parce qu'on la nettoie et on la réutilise. Mais sur les décors, nos partenaires qui créent les décors ont maintenant, je dirais, 80% de ce qu'ils fournissent pour faire un événement est recyclable. Après, il y a 20% qui sont du superflu nécessaire, mais voilà, qu'on peut recycler d'autres manières. Mais les prestataires de l'événementiel ont fait un énorme effort, mais pas là, depuis des années. Depuis des années, voilà. Il y a eu une impulsion. Exact. Et est-ce que vous travaillez avec des objets de seconde main, des choses qui ont déjà été recyclées? Pour être honnête, puisqu'il faut être honnête, dans mon créneau d'activité, on le fait un peu moins. Par contre, c'est-à-dire que si je vous dis oui comme ça ne va pas être sincère.
Par contre, il y a dans notre activité, il y a des choses qui sont un tout petit peu moins visibles que la vaisselle, du décor, etc., qui sont effectivement souvent issus de la récupération. Et ça, pareil, nos fournisseurs savent nous dire que des badges sont issus, des tours de badges sont issus de récupération, des moquettes, etc., etc. Donc, ce n'est pas des choses qui sont extrêmement visibles, mais quelque part, c'est ce qui pèse le plus lourd dans l'empreinte carbone et qui était réutilisé. Mais justement, est-ce que le fait de rajouter en permanence des normes et de contraindre, est-ce que ça ne va pas tuer la créativité? Alors, j'ai une réponse qui est très claire, parce que c'est du vécu, et c'est du vécu d'il y a moins de 12 mois, presque, quelque part. On est rentré, nous, dans une démarche qui est ISO, qui est la démarche 20121, qui est la démarche ISO liée à l'événementiel. Et d'ailleurs, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Événement, sur lequel il y a un énorme travail fait par mes confrères aussi, au-delà de Shortcut, pour se conforter à cette norme. Cette norme, au début, quand on la voit entrer dans l'entreprise, puisqu'on vous coach pour essayer de l'avoir, les premiers rendez-vous, vous vous dites « Oh là là, ça va être très rébarbatif. On va me changer mon algorithme, ma façon de penser, on va me donner des conseils, des ordres, des choses qui vont être un peu le contraire, surtout dans des événements premium, que ce qu'on a l'habitude de faire. » Et puis très vite, des habitudes. Qui vient casser les habitudes. Et puis vous vous apercevez très vite que vous étiez en fait dans un confort inconfortable, qui est celui justement de ne pas faire attention à ça. Et très vite, si vous êtes sincère et si vous aimez essayer de rendre votre entreprise durable et essayer d'avoir derrière cette entreprise une démarche RSE intelligente, vous allez vous apercevoir que le normatif devient addictif. Parce que quelque part, vous êtes comme un sportif et vous voulez la norme. Vous voulez satisfaire vos collaborateurs, parce que dans la norme, il y a le social et l'environnemental. Vous voulez satisfaire vos clients parce que sinon ils vous mettent plus sur les appels d'offres. Et puis à un moment, vous voulez la cocarde de la norme. Et donc du coup, ce côté rébarbatif au début qui est un petit peu comme quelqu'un qui n'a pas fait de sport et qui reprend le sport, vous avez un peu honte, vous arrivez, vous ne sautez pas la haie, vous êtes dans votre salle de sport, on vous regarde, etc. Et puis à un moment, vous êtes assez fier des challenges que vous remportez. Et quand vous avez la norme, ce n'est pas le Graal. La norme, c'est que le début de votre démarche intellectuelle pour les années suivantes. Donc c'est intéressant. Revenons sur le Covid. Est-ce que ça a changé les collaborateurs, le comportement dans l'entreprise? Est-ce que vous sentez des évolutions? Alors, l'évolution dans notre agence, déjà, pré-Covid, l'évolution des sociétés, des entreprises, des collaborateurs, de la marque employeur a déjà beaucoup évolué. Moi, je suis très reconnaissant sur la capacité de nos collaborateurs, par exemple à Shortcut, mais je pense que dans toute l'industrie de l'événementiel, c'est ça, d'avoir serré les dents pendant le Covid. Quand vous ne savez pas si votre métier va perdurer, votre entreprise va perdurer, quand vous rentrez tous les soirs chez vous, que dans les médias on vous dit que l'événementiel ne va plus exister, je pense que c'est un acte de bravoure et de courage de rester dans le métier. Vous les avez sentis soudés? Ouais, extrêmement soudés. Extrêmement, avec des périodes de doute. Et qui n'auraient pas eu ces périodes de doute. Donc, moi, je n'ai pas douté, mais je peux comprendre que quand on n'a pas toute l'information, on puisse douter. Après, on est, je pense, un métier qui est très sensible aux changements sociaux, quelque part, culturels et sociaux, puisque justement, on est dans ces métiers de tendance, donc on est un peu précurseur. On peut imaginer ce que veut dire, ou on l'a peut-être vécu, la grande démission, ne plus croire quelque part à l'avenir. Est-ce que sa propre employabilité par rapport à l'évolution du métier est facile à gérer? En parlant de tendance et d'évolution, est-ce que l'intelligence artificielle va modifier les codes de votre métier? L'intelligence artificielle, c'est merveilleux. J'espère simplement... Je vais répondre autrement, mais je vais répondre. J'espère simplement que les populations, que ceux qui savent travailler avec l'intelligence artificielle comprennent à la fois que c'est nécessaire, ça j'en suis sûr, mais moi j'ai une question, pourquoi on ne la met pas au service du meilleur dans une entreprise, dans nos sociétés, c'est ça que je veux dire. Il y a pour moi quelque chose qui est un peu incohérent. Comment une civilisation peut être aussi intelligente et avoir des guerres, des drames, des famines, etc. Certains ont peur de perdre leur travail. Ouais,
Mais on a toujours eu peur. Le XXe siècle, avec l'industrialisation, il y a eu des peurs. Le digital, regardez la voiture électrique, tout le monde a dit non, maintenant tout le monde en veut. Voilà, je pense qu'il faut laisser du temps au temps, même si le temps va de plus en plus vite, aux personnes pour s'adapter. La différence avec l'industrialisation, c'est qu'on avait le sentiment qu'elle était au service de l'homme, là où quelque part aujourd'hui l'intelligence artificielle pourrait dépasser les compétences de l'homme. Mais en même temps, si on arrive à soigner des maladies, des cancers, etc., par l'intelligence artificielle, si on arrive à mieux apprendre aux enfants dans les écoles, si on arrive à soulager des tâches qui sont devenues des inepties, alors que peut-être que l'humain peut se consacrer à d'autres. Voilà. Moi, je suis un optimiste, donc je pense que l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est en route. Je ne vois pas comment on arrêtera la chose. Donc, il faut plus l'appréhender, l'apprivoiser, l'utiliser, plutôt que se battre contre. Je ne crois pas qu'on y arrivera de toute façon. Et je pense qu'on en a besoin aussi. Votre métier, quelque part, c'est d'être optimiste pour les autres ? Absolument. Ah ben moi, je suis un optimiste à 100%. Je suis un regardant. Je me fais l'avocat du diable de tout, mais je suis un optimiste à 100%. Je pense que si je regarde les choses qui ne vont pas, c'est justement pour les rendre positives. Sinon, c'est pas drôle. Dernière question. Quel est votre rêve ? J'en ai plein des rêves. J'en ai plein des rêves. Mon rêve, c'est... je pense que quand on est entrepreneur, quand on a eu un parcours qui est beau, qui n'est pas fini, moi j'ai que 57 ans, je crois qu'on vient de changer la durée du travail, que je trouve... Ça s'allonge un petit peu. Ça s'allonge un peu. J'aimerais d'ailleurs... un de mes rêves peut-être, si on peut aller de ce côté-là, c'est que les jeunes comprennent que quand ils sont jeunes et qu'ils ont 20 ans, quand ils auront 64 ans, les métiers seront complètement différents. Donc on essaye effectivement, le rêve, ça va un peu au-delà du métier, c'est d'essayer de laisser une trace durable, d'essayer d'aider les autres. Quand on a un certain succès, quand on a un certain parcours, quand on a une certaine destinée, essayer de laisser un legs qui est le legs durable pour que des jeunes puissent aimer nos métiers, aimer le travail, le mérite, la nation française, être émerveillé par le monde. Tout ça passe très bien par la RSE. Vous qui aimez le protocole, vous auriez aimé organiser le couronnement de Charles III ? Alors, j'aurais adoré, j'aurais rien fait pareil. J'aurais dit peut-être qu'il faut sortir un tout petit peu du costume que j'ai trouvé assez anachronique. Après, je ne suis pas anglais. Les Anglais ont adoré, visiblement. Il n'y a pas beaucoup de remarques négatives sur le couronnement du roi. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'on puisse le faire revenir sans qu'il y ait des casserolades, surtout en France. Parce que si vous regardez la France dans mon métier d'aujourd'hui, d'hier, à Versailles, on n'hésitait pas à faire venir les rois pour leur montrer ce qu'étaient les arts, les savoir-faire français et pouvoir après les distribuer en France. Merci, Christophe Ringuet. Merci à vous.